Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et pendant que les médias vous disent que les forces d'armée canadiennes se préparent à une invasion américaine, je veux juste m'assurer que personne se met à angoisser avec ça ou avec les tarifs de 100% sur les importations canadiennes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux tout d'abord revenir sur l'accord avec la Chine concernant l'importation de véhicules électriques. Je vais vous parler des répercussions potentielles de cette entente-là. Et ensuite, je vais vous donner mon opinion sur la menace de Trump, donc les fameux tarifs, et comment réagir en tant qu'investisseur autonome. Et je vais commencer en vous parlant de ce qu'on entend depuis à peu près une semaine, c'est-à-dire que le Canada a fait un deal avec la Chine. Je pense qu'il faut préciser un peu plus ce qui s'est réellement passé. Donc oui, le gouvernement canadien a annoncé un accord avec la Chine, mais ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a enlevé une surtaxe sur les véhicules électriques, et c'est une surtaxe qu'on avait imposée en 2024, et c'est un tarif douanier finalement de 100% sur les voitures électriques chinoises, et on a copié ça des États-Unis. Là. Autrement dit, on faisait ça dans le but de venir protéger l'industrie automobile nord-américaine. Et dans le nouvel accord qu'on a eu avec la Chine, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enlève la surtaxe de 100% pour un nombre limité d'importations. Donc, en fait, le gouvernement il autorise l'entrée de 49 000 véhicules électriques chinois en 2026 avec un tarif de seulement 6%. Donc, c'est ça qui s'est passé au niveau de l'accord commercial avec la Chine. Et là, on peut se poser la question, 49 000 véhicules par année, me semble que c'est pas tant que ça. Là. Et non, c'est pas beaucoup si on prend le nombre total de véhicules qui sont vendus au Canada à chaque année. Par contre, si on s'intéresse uniquement au secteur des voitures électriques, le quota de 49 000, ça peut représenter à peu près 20% des ventes des véhicules électriques à travers le Canada. Donc oui, cette mesure-là, ça devrait quand même avoir un certain impact sur le marché. Il faut savoir que les voitures chinoises, ils sont vendues à un prix qui est beaucoup plus bas que celui des constructeurs américains comme Tesla, par exemple. Pour vous donner une idée de grandeur, on parle de véhicules électriques chinois qui pourraient se vendre facilement 10, 15, 20 000 $ de moins qu'un modèle comparable. Bref, en enlevant la surtaxe de 100%, on favorise l'importation de ces véhicules-là qui sont moins chers, ce qui augmente automatiquement la concurrence. Donc, avec des modèles beaucoup moins coûteux, ça offre plus de choix aux consommateurs canadiens. Et à ce moment-là, ça peut pousser les prix à la baisse, donc au niveau des véhicules électriques. Et dit de même, ça a l'air fantastique, mais il faut creuser un peu plus loin du point de vue économique. Premièrement, c'est clair que cet accord-là, ça fait pas l'affaire du premier ministre de l'Ontario, et c'est logique. L'Ontario, c'est le cœur de l'industrie automobile au Canada, et c'est là que on retrouve toutes les usines d'assemblage, les fournisseurs de pièces automobiles. Donc c'est sûr qu'en ouvrant les portes aux véhicules électriques chinois, c'est l'Ontario qui va encaisser le risque en premier, surtout au niveau des emplois. Là, en Ontario, l'industrie automobile, ça emploie pas loin de 100 000 personnes. Pour le gouvernement ontarien qui compare les salaires et les conditions de travail avec la Chine, c'est une concurrence qui devient carrément inégale. Donc pour Doug Ford, cet accord-là a été négocié essentiellement pour régler un problème du côté agricole. Et c'est pas faux non plus, là. L'idée, c'est qu'en retirant notre surtaxe de 100% sur les voitures électriques, la Chine accepte de son côté de réduire ses propres tarifs sur certains produits agricoles canadiens, notamment les graines de canola, ce qui devrait à ce moment-là aider plusieurs agriculteurs au Canada pour retrouver un accès au marché chinois. Mais le canola, ça concerne surtout l'Ouest canadien, l'Ontario en bénéficie pas vraiment.
Et l'autre enjeu par rapport à ça, c'est que l'importation de voitures électriques plus abordables, oui, c'est bon pour les consommateurs, mais il faut comprendre que les véhicules chinois, ils sont pas moins chers par magie, là. En Chine, les constructeurs automobiles, ils bénéficient de grosses subventions du gouvernement, les salaires sont beaucoup plus bas et ils ont également un accès privilégié aux matières premières. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est pratiquement impossible pour les constructeurs nord-américains de rivaliser avec les voitures chinoises en termes de prix. Et s'il y a moins de demandes pour les véhicules nord-américains, ça peut amener une baisse du côté du volume de production là, pour les usines. Et ça, ça peut venir réduire les économies d'échelle et ça met également de la pression sur les marges bénéficiaires. Et le gros problème avec ça, c'est que le Canada, il a déjà investi des milliards de dollars dans cette industrie-là. L'objectif était de devenir un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le Canada a subventionné l'industrie des véhicules électriques pour ensuite de ça aller importer des produits avec lesquels on ne peut pas concurrencer? Donc c'est la réflexion à avoir, mais je tiens quand même à dire que depuis l'accord sur l'importation des véhicules électriques chinois, on assiste à une réaction très émotive du grand public. On parle de trahison, de naïveté, d'erreurs stratégiques, et je pense qu'il faut remettre les choses un peu en perspective. Le Canada, il n'a pas commencé à faire affaire avec la Chine depuis la semaine passée, là. La relation commerciale, elle existe déjà depuis très longtemps. Comme la majorité des pays occidentaux, on a fait le choix d'intégrer la Chine dans nos échanges économiques et maintenant, la Chine, c'est un partenaire commercial qui est très important pour le Canada. Elle fournit une grande partie des biens manufacturés qu'on consomme et la Chine, elle achète aussi beaucoup de nos ressources, là, principalement les ressources agricoles, les ressources minières, le bois d'œuvre. En 2026, il faut regarder l'environnement économique dans lequel on se trouve. On peut pas se mettre la tête dans le sable, là, dans le sens que les États-Unis, qui sont encore aujourd'hui notre principal partenaire commercial, ils sont en train de multiplier les barrières tarifaires. On n'est pas sûr si on va maintenir l'ACUM, qui est l'accord qu'on a avec les États-Unis et le Mexique. Nécessairement, ça vient fragiliser plusieurs secteurs de notre économie et dans ce contexte-là, on n'a pas le choix d'aller diversifier nos relations commerciales. Et ce que je trouve ironique, c'est que plusieurs personnes dénoncent la relation avec la Chine, mais en même temps, ils achètent à chaque jour des produits qui sont fabriqués là-bas. Là. Checkez toutes les bebelles qui sont autour de vous. Dans la majorité des cas, ça va être écrit « Made in China ». Tout ça pour dire que l'indignation face au nouvel accord avec la Chine, ça apparaît tout d'un coup quand c'est politiquement avantageux de le dénoncer. Tout le monde s'est révolté face aux tarifs douaniers de Trump, mais quand le Canada imposait une surtaxe de 100% sur les véhicules chinois, là c'était correct. On peut pas être pour le libre marché quand nous, on subit des droits de douane, mais de l'autre côté, faire du protectionnisme quand ça nous avantage. Là, à un moment donné, il faut être cohérent dans notre discours. Sinon, en ce qui concerne Trump et ses menaces contre le Canada, première des choses, clairement, le président des États-Unis ne va pas se réjouir du fait qu'on est allé retirer la surtaxe sur les voitures chinoises. Au fait, en fin de semaine, il a annoncé que si un accord commercial se concrétise entre le Canada et la Chine, il allait imposer des tarifs douaniers de 100% sur toutes les importations canadiennes. Là, autrement dit, ça viendrait doubler le prix des produits canadiens qui sont importés aux États-Unis. Je vous rappelle que les tarifs douaniers, ce seraient les Américains qui les paieraient. Là. C'est à eux autres que ça coûterait 2 fois le prix. Par contre, de mon côté, je pense pas qu'on devrait paniquer avec la menace de tarifs douaniers de 100% parce que si on pousse la réflexion juste un peu plus, là, le scénario d'une surtaxe de 100% sur tout ce qui provient du Canada, c'est très peu crédible. En partant, si les États-Unis imposent 100% de tarifs sur les produits canadiens, le premier choc majeur, c'est du côté de l'énergie. Les États-Unis, ils importent massivement du pétrole brut en provenance du Canada. Doubler le coût du baril de pétrole, c'est soit accepter une hausse du prix
au niveau de l'essence à la pompe. Sinon, tu viens écraser les marges des raffineries américaines. Là. Dans les deux cas, c'est vraiment pas bon. Et faire ça juste avant les élections de mi-mandat, pas sûr que ce serait une bonne tactique de son côté. Et c'est pas juste ça. À date, il y a eu beaucoup de menaces, mais très peu de mesures concrètes. Là. C'est-à-dire que après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Trump il a tendance à reculer sur ses propos. Dernièrement, ça parlait d'acquérir le Groenland, soit de la manière forte ou de la manière douce. On a vu des annonces de tarifs douaniers sur l'Union européenne, mais finalement, tout ça s'est réglé sans qu'il y ait une catastrophe. Et ça a été à peu près le même principe l'année passée. En 2025, l'annonce des tarifs réciproques, ça a amené une correction subite sur les marchés boursiers. À ce moment-là, sur les réseaux sociaux, c'était la panique totale. Là. J'ai vu du monde sur Facebook qui écrivait qu'ils allaient vendre tous leurs placements parce qu'ils avaient trop peur de voir leur portefeuille continuer de planter. C'est même des pseudo-experts qui disaient que la meilleure chose à faire, c'était de rien faire puis de juste rester en encaisse. Mais de mon bord, si vous écoutiez le podcast en mars-avril 2025, vous le savez, j'ai acheté 2-3 compagnies canadiennes, j'ai aussi acheté des actions américaines comme AMD, toutes des titres qui avaient plongé parce que le marché craignait les conséquences épouvantables des tarifs douaniers, mais en fin de compte, ça s'est très bien terminé. Les actions ont remonté assez rapidement et d'ailleurs, c'est un peu de même que je suis allé chercher une bonne partie de mon rendement pour 2025. Tout ça pour dire que l'année passée, les publications sur Truth Social, les manchettes sur Trump, c'était pratiquement rendu un synonyme d'opportunité boursière. Tu sais, à chaque fois, les actions se mettaient à baisser en fou comme c'était rendu la fin du monde. En 2026, ce n'est plus vraiment le cas. Là. On s'attend tellement à ce que Trump annule ses menaces que même après l'annonce de tarifs douaniers de 100% sur toutes les importations canadiennes, l'indice TSX a ouvert dans le positif à matin. La même chose pour le S&P 500 et le Nasdaq. L'année passée, la même annonce aurait été infernale. Là. Et c'est pour ça que, d'après moi, les fenêtres d'opportunité vont être pas mal moins bonnes ou pas mal plus courtes cette année parce que, justement, les investisseurs anticipent déjà que Trump va revenir en arrière puis que, finalement, il n'y a pas de quoi paniquer avec ces tarifs de 100%. Et pour conclure sur le sujet, le scénario d'une invasion de l'armée américaine sur le territoire du Canada, c'est pas ça qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Là. Je suis conscient que toute l'incertitude et les tarifs douaniers, ça peut avoir un impact sur les business qui exportent leurs produits aux États-Unis. Mais autrement, pour la majorité des Québécois, c'est pas Trump le plus gros danger pour vos finances personnelles. Rapidement, je vais attirer votre attention sur l'indice des prix à la consommation au Canada. On parle d'un taux d'inflation moyen de 2,1% pour 2025, donc 2,1% sur un an. Ça donne l'impression que le problème de l'inflation est réglé, mais de votre côté, avez-vous l'impression que la hausse des prix est vraiment sous contrôle? De un, faut pas oublier que les prix ont augmenté d'environ 20% en 5 ans, donc il y a un effet cumulatif derrière ça. Et de deux, l'IPC, c'est basé sur un panier de biens et services qui se dit représentatif, mais la vraie question, c'est représentatif pour qui? Faut savoir que dans l'IPC, on retrouve le prix des voyages, des billets d'avion, des forfaits vacances, des téléviseurs, des ordinateurs. Oui, ce sont de vraies dépenses, mais pour une grande partie de la classe moyenne, ce sont des dépenses occasionnelles ou qu'on peut reporter dans le temps ou carrément éliminer si ça va trop mal. Donc oui, officiellement, l'IPC a grimpé de 2%, mais c'est surtout à des postes de dépenses que plusieurs Québécois consomment peu ou pas du tout. Si on considère le logement, les aliments et les assurances, l'inflation ressentie est beaucoup plus proche de 4-5%. Et mon point derrière ça, c'est qu'on a des plus gros problèmes à l'interne que ce que les manchettes vous donnent l'impression. Peu importe ce que vous entendez dans les médias, faut pas que ça vous empêche d'investir ou que ça vous fasse peur de justement d'avoir des placements. La meilleure façon
de protéger votre argent sur le long terme, c'est définitivement de l'investir, de le convertir en actif. Sinon, vous êtes assuré de vous appauvrir dans le temps. Gardez ça en tête et surtout, n'allez pas succomber à l'anxiété par rapport à Trump ou par rapport à la Chine. La meilleure stratégie, c'est de rester investi. Allez pas passer à côté de rendement boursier parce que ce que vous lisez dans les journaux, ce que vous voyez à la télé vous fait peur. Vous allez passer à côté de rendements extraordinaires juste parce que les gros titres veulent vous faire peur. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.